آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Comme vous le savez, la semaine dernière, nous vous avons promis, c'est vrai que la promesse est une chose difficile à réaliser, mais quand même, nous avons pu réaliser, nous avons promis recevoir ici le syndicat des commerçants gabonais. Donc, comme vous le savez, nous constatons que depuis belle lurette, il y a un chevauchement entre les agents de la mairie, les policiers, les agents de la Gaza et les commerçants gabonais. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons voir quel est l'impact de la fiscalité sur ces commerçants. Je me fais le plaisir de vous présenter mes invités, c'est vrai qu'ils sont nombreux. D'abord, monsieur Fadiga, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, il faut dire que vous êtes délégué national du syndicat des commerçants, c'est ça? Oui. En face de vous, vous avez monsieur Djibril Maranga, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des entrepreneurs gabonais, c'est ça? Président de la Fédération des entrepreneurs du Gabon. Du Gabon, ok. Merci. Avant de revenir sur le sujet qui nous réunit ici cet après-midi, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. La maman là, hier elle a commencé, elle a déjà dépensé plus de 5 000 pour la mairie, aujourd'hui seulement. Lui il a dit avec le blouson, mairie il prend l'argent. Les commerçants de Montbouin, exacerbés par l'attitude des agents municipaux qui leur infligeraient des taxes supplémentaires. Face à cette situation, ces derniers font à nouveau entendre leur voix. La mairie de Libreville, ceux qui nous déposent des thèmes, nous déposent des thèmes de 2 000, on paye. C'est normal. Mais après cela, il y a un autre groupe qui vient, qui demande 1 000 francs. Il y a un autre groupe qui vient, qui demande 2 000. Il arrive souvent, comme hier j'ai vendu 3 500 toute la journée, mais j'ai dépensé 5 000 avec la mairie, sans compter le nettoyage et la sécurité. 13h, 14h, il vient demander 1 000 francs, 500 francs, c'est pas normal. Selon ces opérateurs économiques, cet état de fait dure depuis plusieurs mois. Plus que l'autorisation nous a donné de prolonger notre façon d'exercer sur le terrain aujourd'hui, on disait que ça va plus se répéter, mais au plus, ça revient encore plus grave même. Ça ne nous arrange pas, plus que les rentrées de l'argent qu'on fait ne nous suffit pas de en sortir de cette façon. Parce que nous sommes des pères de famille, on a les maisons à payer et d'autres responsabilités. À Libreville et ses environs, ce type de plainte des commerçants est fréquent. Le non-règlement de la situation pourrait engendrer une crise supplémentaire. Oui, monsieur Fadiga, je vous ai vu regarder avec beaucoup d'attention cet élément. C'est vrai que c'est une situation déplorable pour les commerçants. Tout à fait. Vous allez me permettre, avant de commenter le sujet, tout d'abord saluer les responsables de la presse Nour TV, remercier les hommes de terrain que vous êtes et le travail que vous abattez sur le terrain pour permettre à Nour TV de compter dans le paysage médiatique du Gabon. Aussi, par la même occasion, remercier les dirigeants administratifs et politiques de ce pays, parce qu'il faut le dire, depuis le chef de l'État, depuis la première sortie du chef de l'État, avec l'avènement de la pandémie dans ce pays, jusqu'au jour où on vous parle, c'est que les plus hautes autorités ont pris des mesures vraiment qui ont été saluées par le monde entier. Nous allons revenir là-dessus. Par ici. Donc, ce qui se passe là, c'est que c'est ce qu'on a toujours vécu en réalité. Bien avant la pandémie, ça a été ainsi. Ça se répète encore aujourd'hui, malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Les commerçants, tout le monde le sait, que l'on le dise ou pas, que ce soit à Libreville, à Ovendo et dans toutes les villes, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que les taxes sont multipliées par X et le temps de travail est réduit, le chiffre d'affaires baisse,
Donc c'est toujours le même problème auquel on est confronté. Donc je ne sais pas. Mon avis, c'est dire qu'il faut que les autorités daignent prendre ce sujet-là à bras le corps enfin. Parce que ça n'a que trop duré en fait. Inch'Allah. Monsieur Djibril Maranga. Oui, déjà, permettez-moi de vous remercier de l'initiative que vous avez prise en nous invitant à ce plateau pour, n'est-ce pas, déjà exprimer ce que nous subissons, ce que nous vivons au quotidien, lié à notre secteur d'activité. Bon, par rapport à l'élément qui vient de passer, ce sont des choses que nous vivons, que les commerçants vivent. C'est devenu un quotidien depuis des années. C'est devenu un quotidien depuis des années. Alors, pour parler précisément de la mairie, parce que c'est ce dont il s'agit dans cet élément que vous avez fait passer. Effectivement. Voilà. Vous savez, à un moment donné, on se pose la question de savoir qui fait quoi, sinon qui doit faire quoi au niveau de la mairie de Libreville. C'est vraiment c'est embêtant. Et il y a un dicton qui dit que trop de taxes, sinon trop d'impôts, tue l'impôt. Alors, qui doit prélever quoi? Qu'est-ce que les commerçants doivent payer pour ce qui est des taxes? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas payer? Il va falloir que l'on pose ce problème-là sur la table et que l'on s'assied avec les autorités municipales, qu'on voit dans quelles conditions trouver des solutions. Rassurez-vous, M. Maranga, c'est le but de notre émission, c'est le but de votre présence ici, ce soir, c'est pour nous expliquer vraiment ce que vous vivez et qui sont habilités, quelles sont les personnes habilitées à prélever les taxes et ceux qui ne sont pas habilités. Alors, la question s'adresse à vous deux. Je vais commencer par vous, M. Fadiga. Vous avez commencé à parler un peu de ça, des mesures prises face à la pandémie de la Covid. Alors, on va rester dans votre domaine, qui est le commerce, donc le domaine de l'économie. Voilà. Comment est-ce que vous avez perçu ces mesures prises par nos plus hautes autorités? Ok, comme je le disais tantôt, c'est des mesures qui ont été salutaires. Que ce soit nous autres qui exerçons dans le commerce, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que j'ai une double casquette. En dehors de ma casquette de syndicaliste, c'est que moi-même je suis malien, comme on le dit dans le jargon gabonais. Donc je gère une boutique. Donc voilà, au début, comme on l'a dit, c'est que ça a été salutaire par rapport à toutes les mesures. Parce qu'il faut le dire, depuis qu'on a eu le premier cas ici, le 12 mars, le chef de l'État est sorti, il a pris des mesures et le gouvernement, par le biais du Premier ministre, a essayé de dérouler cette vision. Et je pense que les premières, si je peux m'exprimer ainsi, les premières personnes à prendre le problème à bras le corps, ce sont les syndicats des commerçants. Ça, je le dis d'autant plus que nos responsables nous ont intimé, nous, qui sommes sur le terrain, de communiquer déjà sur la chose avant que les mesures étatiques ne soient mises en vigueur. Et c'est ce qu'on a fait parce qu'on a d'autres canaux, je vous rappelle, de communication que sont nos groupes WhatsApp, que nos frères et sœurs suivent beaucoup plus que les médias locaux. Et de ce qu'on a fait, on s'est chargé de relayer l'information pour ce qui concerne les mesures barrières, pour ce qui concerne tout ce qu'il y a lieu de faire pour lutter contre cette pandémie. Bon, mais le problème, c'est pas ça en fait. Parce qu'on se rend compte à un moment donné... Le problème se situe où? Le problème se situe justement au niveau économique dont on parle. On n'est pas des économistes, mais on peut aisément dire que les commerçants sont étouffés. Oui. Ça, je pense que tout le monde peut le constater. Vous êtes des créateurs de richesse. Nous sommes des créateurs de richesse. Je pense que nous sommes les premiers qui sont en ligne de mire. Quand la pandémie a été déclarée, tous ont été fermés, toutes les activités ont été arrêtées. Il n'y a que les commerçants, les Maliens, comme on le dit, qu'on a permis d'ouvrir. Tout simplement parce que nous sommes en contact direct avec la population. C'est nous qui sommes, justement, si vous voulez, le tampon entre l'administration ou l'État et la population. Mais il n'y a aucune mesure allant dans le sens de nous protéger. Aucune mesure, vraiment aucune. Je n'ai entendu aucune autorité faire cas de cela. Donc, justement, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions. En dehors de la mesure du chef de l'État qui consistait à avoir une réduction de 50% sur les... comment on appelle ça déjà? Vous me passez les marchandises. Non, sur les taxes de l'État. En dehors de ça, c'est qu'on a l'impression qu'on nous a donné d'une main gauche et on a repris de la main droite. Parce que, comme je le disais tantôt, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus de contrôle pendant cette pandémie qu'il y en avait avant. Et notre temps de travail s'est vu réduire de près de la moitié. Monsieur Maranga,
Oui, bon, je crois que je veux abonder dans le même sens que mon collègue ici, Fadiga. Pour parler des mesures qui ont été prises, il faut qu'on arrive, disons, c'est-à-dire à comprendre, n'est-ce pas, quelles sont ces mesures dans lesquelles nous avons profité, sinon qui nous ont satisfait, et quelles sont ces mesures qui nous ont vraiment impacté de façon négative. Alors, quelles sont les mesures? Nous allons commencer par les mesures qui vous ont impacté. Vous allez comprendre que quand, n'est-ce pas, on va décider de fermer certains secteurs d'activité. Je prendrai l'exemple de ceux qui font dans la friperie. Voilà. Je prendrai aussi l'exemple de ceux qui font, disons, dans la quincaillerie, et ceux qui font aussi dans d'autres secteurs d'activité liés au commerce, parce que ceux qui font dans l'alimentation sont restés ouverts. C'est bien. Mais laisse-moi vous dire, il a si bien dit, ils sont restés ouverts, certes, mais ils n'ont pas exercé, sinon ils n'exercent pas en toute quiétude. Tu ouvres ta boutique le matin, tu es stressé, parce que tu te dis, bon voilà, en fait, qu'est-ce qui viendra comme contrôle? Qu'est-ce qu'on va t'imposer alors que tu es en règle, tu as ta patente, tu as ta taxe municipale, tu as tout ce que, n'est-ce pas, la loi des finances te demande en matière de fiscalité. Donc, je reviens en disant que ceux qui ont été, les secteurs d'activité qui ont vraiment subi, qui ont vraiment souffert, qui jusqu'alors n'ont pas encore reçu de mesures d'accompagnement qui ont été annoncées par le chef de l'État, parce que je reviens en disant encore que pour ce qui est par exemple de la réduction de la patente, le président a dit que pour ce qui est de la patente, par exemple, ceux qui sont dans la catégorie des ICL, donc de l'impôt synthétique libératoire, doivent bénéficier de 50% de réduction. Effectivement. Oui, maintenant, pour souscrire, il fallait forcément faire ça en ligne, n'est-ce pas? Oui. Mais laisse-moi vous dire qu'on en a essayé. Il y a eu un site. Il y a eu un site, oui, mais le site était tout le temps. On ne sait pas si le site était tout le temps saturé. Moi, je vous ai fait, j'ai peiné pour introduire que deux dossiers. Alors, il fallait refaire. Et pour faire ça, il fallait aller dans un cyber. C'est pas cadeau. Donc, ça nous a pris tout un temps pour inscrire que deux dossiers. Et connaissant bien la connexion chez nous ici. Là, vous comprenez que là, déjà, ce sont des n'est-ce pas, ça a eu un impact négatif dans ce sens-là. Maintenant, parlons encore aussi des mesures liées, n'est-ce pas, au loyer. Le président a encore annoncé que le loyer devait être pris en charge par l'État. Effectivement. Alors, de quel loyer s'agit-il? Tous ceux qui sont locataires, Non. Il s'agit là des baux d'habitation, pas des baux de location. Des baux d'habitation, pas des baux de location. Donc, là où tu exerces, là où tu as ton épicerie, si tu ne dors pas, c'est-à-dire que ce n'est que l'épicerie, donc c'est un baux, c'est-à-dire que c'est une maison à titre commercial qui est lié à ton activité, l'État ne prend pas ça en charge. L'État ne prend en charge que le baux d'habitation, donc la maison où tu habites. Ce qui veut dire que la maison commerciale, là où tu exerces, c'est toi qui dois payer la location. Ça, c'est vous qui le dites. Hein, non, ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y, renseignez-vous, monsieur l'économie. Nous avons vu le directeur général adjoint de la concurrence et de la consommation qui disait que toutes sortes de loyers. Donc, si vous avez un box en guise de commercial, vous vous présentez avec les papiers. Eh bien, vous serez enregistré, vous allez recevoir les Ils ne financements. prennent en compte que, sauf s'ils ont revu, mais ça m'étonnerait, ils ne prennent en compte que les baux d'habitation. Renseignez-vous auprès du ministère de l'économie, au guichet qu'ils ont ouvert à Rambo. Rassurez-vous, l'équipe du politiste... Donc, c'est dire que parmi ces mesures, il y a des mesures qu'il va falloir revoir. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a entendus. Ils nous ont entendus parce que en matière de couvre-feu déjà, nous avons sollicité ici il y a quelques jours, n'est-ce pas? Nous avons demandé au gouvernement, on a sollicité au gouvernement, on a demandé leur indulgence pour qu'ils essaient de revoir l'heure de fermeture, sinon l'heure du couvre-feu, parce que le couvre-feu était à 18h. Effectivement. Dieu merci, ils nous ont écouté avec une oreille attentive. Ils ont reposé l'heure du couvre-feu, donc c'est quitté de 18h à 20h pour 5h du matin, donc de 20h à 5h du matin. Mais sauf qu'il y a un bémol. Lequel? Il y a un couac. Le couac, c'est que on ne nous a pas signifié l'heure de fermeture de nos boutiques. Mais non, mais si on vous dit que c'est à 20h le couvre-feu, est-ce que vous devez fermer à 17h, 18h? Ça n'a pas été précisé. Donc, nous voulons qu'il y ait... Monsieur Djibril,
Monsieur Maranga, je vous écoute. Lorsque le couvre-feu était à 18h, vous fermez les boutiques à quelle heure? C'est pas 16h? C'est 16h. Nous fermons les boutiques à 16h. Est-ce que le gouvernement vous a demandé de fermer à 16h? C'est vous-même qui avez jugé utile. Si, dans l'arrêté du ministère de l'Intérieur, du Commerce, signé par le ministre lui-même, l'arrêté 738, oui, merci beaucoup. Il est bien mentionné que la fermeture de boutique, c'est à 16h. Vous voyez, fermeture de boutique, c'est à 16h. Donc, ce n'est pas une invention que les commerçants se sont mis dans la tête pour fermer les boutiques à 16h. Non, c'est bien écrit dans l'arrêté du ministre. Donc, maintenant que le couvre-feu a été repoussé à 20h, ça, je dis déjà merci aux autorités. Il va falloir aussi que ces mêmes autorités, là, on demande encore leur indulgence, qui nous clarifient exactement l'heure de fermeture de nos boutiques. Parce que sur le terrain, c'est autre chose. Les policiers, la mairie, pour n'expliquer que cela... Nous allons revenir. Vous êtes là pour nous éclairer. Oui. Moi, c'est justement par rapport à l'autre point, par rapport aux avantages que l'État a accordés. Oui. Je voudrais juste apporter, selon ma compréhension de la chose, c'est que c'est juste pour les Gabonais économiquement faibles. Donc, je pense que nous autres syndicalistes ou nous autres commerçants, c'est pas sur ça le plus important en fait. La chose la plus importante? Non, c'est pas ça le plus important parce que c'est des mesures que l'État a prises pour accompagner les Gabonais économiquement faibles. Oui. Donc on peut comprendre cela. Maintenant, pour ce qui concerne les heures de fermeture et d'ouverture, justement, c'est là où il y a un problème. Parce que, en dehors du dernier arrêté du ministre que le camarade vient de citer, où on nous intimait, on nous demandait de fermer à partir de 16h, bien que l'heure du couvre-feu étant fixée à 18h. À 18h? Tous les autres changements qui ont eu lieu, les autres réaménagements qui ont eu lieu depuis la première prise le premier couvre-feu, c'est que jamais on nous avait spécifié une heure exacte. Donc ça faisait en sorte que tous les corps de contrôle passaient, surtout les services d'ordre de sécurité, la police, la gendarmerie, passaient chez nous à partir du moment où on n'avait pas un support qui nous permettait de savoir qu'on devait ouvrir à telle heure et fermer à telle heure. On savait que les heures de couvre-feu étaient de telle heure à telle heure. Donc vous conviendrez que c'est vous-même qui êtes quelque part fautif parce que vous devez vous rapprocher du ministère du Commerce afin de récupérer ce décret. Justement, on y travaille. Et on y travaille. Vous êtes syndicaliste, vous devez être sur le terrain. Non, on est sur le terrain, on y travaille. Je pense que c'est ce qu'on fait tous les jours. D'abord, il faut respecter la hiérarchie. On passe par déjà les DG pour justement... Normalement, il était prévu une rencontre avec le ministre du Commerce le jeudi passé, qui a été remis à une date ultérieure. Oui, on attendait, son emploi du temps. Voilà, justement, on attendait justement qu'au cours de cette rencontre, parce qu'on nous a demandé aussi de faire des propositions par rapport à tout cela. Je pense qu'on attendait peut-être cette rencontre-là pour pouvoir un peu déterminer par rapport à nos heures de fermeture et d'ouverture. Mais Monsieur Fadiga, je veux vous rappeler que la Covid, voilà, hein, la Covid est venue nous démontrer que même ceux qui étaient une année ou le mois de février-mars super puissants financièrement, mais la Covid est venue nous démontrer que durant le mois de avril-mai, ils ont été démunis. Non, c'est pas discutable. Tout le monde, peu importe votre situation, mais face à cette situation, tout le monde était démuni. C'est pas discutable. Votre point de vue, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui a pu tenir pendant ces 3 ou 4 mois. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu des mesures un peu vous permettant d'alléger votre situation, en disant qu'il y a peut-être ceci ou cela. Mais rassurez-vous, le gouvernement est toujours en train de travailler là-dessus. Les mesures vont tomber. Nous en sommes conscients, nous savons que l'État est là et que le gouvernement est là en train de faire tout son possible pour nous accompagner. Mais comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie entre ce qui se passe au sommet et ce qui se passe sur le terrain en réalité. C'est ça notre problème. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de mesures qui ont été prises. Le problème, c'est l'exécution de ces mesures qui laisse à désirer. Parce que, comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire qu'on a fixé une heure d'ouverture et de fermeture, disons, de couvre-feu. On ne nous a pas pour l'instant donné une heure précise pour les fermetures. Le problème n'est pas au niveau des Maliens.
comme on le dit, ou au niveau des commerçants. Non, il n'y a pas de nationalité. Ok, je m'excuse parce que c'est le terme le plus utilisé le plus souvent. Oui. En fait, le problème n'est pas au niveau des commerçants, en fait. Oui. Le plus souvent, c'est au niveau de l'État. Nous, on prend les ordres à travers ce que l'État nous impose de faire. Et on sait, tous sommes conscients, qu'en ce moment, dans le monde entier, qu'il va falloir respecter ces mesures-là. Parce que c'est pas pour le bien de l'État seulement, c'est pour le bien de tout le monde. Parce que ce n'est pas une maladie qui fait une différence entre tel est étranger ou tel est autochtone. C'est pour tout le monde, c'est pour le bien de tout le monde. Maintenant, ce qui nous inquiète un peu, c'est comme on l'a dit, par rapport aux décisions qui sont prises au sommet, et ce qui est fait sur le terrain, vraiment laisse à désirer. Parce que vous allez voir qu'à partir de 15h, souvent, 14h, 15h, certaines zones de tenue passent dans nos établissements pour nous intimer de fermer. Tout à fait. Et d'autres n'hésitent même pas de vous... Tous les jours que Dieu fait, on nous arrête des commerçants qu'on va faire payer des sommes dans les différents commissariats ou brigades de la place. On pense que ce n'est pas normal. On pense que ce n'est pas normal, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fermé à une heure que nous n'avons pas. Même eux-mêmes, ils n'ont pas un document qui spécifie l'heure de fermeture. La question s'adresse à vous deux. Comment est-ce que des agents qui n'ont pas de document officiel ou l'ordre des missions puissent arriver chez vous et vous demander de fermer, vous aussi vous fermez? Le seul fait d'être policier ou gendarme suffit pour être un ordre de mission, parce qu'on est dans une période exceptionnelle. Oui, mais vous nous regardons tous les chaînes de télé, il y a des faux gendarmes, des faux policiers. Non, nous, on n'est pas dans ce cas-là, en fait. On n'est pas dans le cas où il y a des faux gendarmes ou des faux policiers. Non, parce que quand on prend nos adhérents, quand on prend les pièces de nos adhérents, ils vont dans des commissariats qui ne sont pas des faux. Ils vont dans des brigades qui ne sont pas des faux. Il y a forcément un problème quelque part. C'est ce que j'ai dit. Je ne dis pas que il faut forcément qu'un gendarme vous présente un ordre de mission pour vous dire que je suis là pour fermer votre établissement. Non, on sait que c'est une pandémie, c'est une période exceptionnelle et que tout le monde doit... Mais il faudrait qu'eux-mêmes qui nous contrôlent sachent déjà quelle heure qui est indiquée. Ou dans le cas contraire, qu'on nous informe, nous en tant que syndicat, nous on informe la base pour que tout le monde... Maintenant, ceux qui ne respectent pas ces prescriptions, ces conditions, soient mis aux arrêts. C'est tout simple. Monsieur Maranga, nous avons vu la mairie de Libreville, par le canal de son 4e maire adjoint, descendre sur le terrain, brandir ou lancer l'établissement de la carte de l'entrepreneur. Actuellement, où est-ce que nous en sommes avec l'établissement de cette carte? Bien, mais vous faites bien de soulever ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous interpelle tous. Moi, en tant qu'entrepreneur et en tant que président de la Fédération des entrepreneurs du Gabon, c'est une question que nous avons soulevée, parce qu'il faut dire que le secteur entrepreneur, c'est un secteur qui est reconnu par l'OHADA. Et le Gabon étant membre signataire de l'acte uniforme de l'OHADA, n'est-ce pas, est interpellé. Le ministère du Commerce, au temps du ministre, si j'ai bonne souvenance, au temps du ministre Gabriel Tiango, je crois bien, au même moment où là, il avait initié la carte de commerçant, nous avons aussi parlé de la carte de l'entrepreneur. Parce qu'en réalité, l'entrepreneur doit avoir une carte qui fait de lui, de façon officielle, n'est-ce pas, un entrepreneur. Maintenant, nous avons été surpris, il faut le dire. Nous avons été surpris à plus d'un titre de constater que dès l'entame de leur mandat, je parle ici de l'hôtel de ville, et notamment le 4e maire, dès l'entame de leur mandat, ils ont lancé la campagne d'enrôlement, n'est-ce pas, des entrepreneurs au sein du marché de Montbot. Alors qu'avec le ministère du Commerce, nous étions en plein travail, c'est-à-dire qu'on était en train de voir dans quelles conditions mettre en place, sinon faire en sorte que la faisabilité, l'applicabilité de la carte d'entrepreneur soit effective. Nous avons été surpris de voir, comme je l'ai dit tantôt, de voir le 4e maire aller sur le terrain avec son équipe pour délivrer les cartes d'entrepreneur à certains commerçants, n'est-ce pas, qui existent dans mon boîte. Maintenant, actuellement, où en sont-ils? Ça, je ne saurais vous le dire, parce que déjà, je vous dis que moi, je n'ai pas soutenu cette campagne-là, étant donné que nous étions avec le monsieur du Commerce pour voir dans quelles conditions la mettre, n'est-ce pas, en application. Mais maintenant, je voulais revenir sur un point, sur le point de l'heure de fermeture. C'est important de le souligner. Nous avons dit que l'heure de couvre-feu est connue.
Et nous remercions encore au passage les autorités qui ont bien voulu nous écouter en repoussant l'heure du couvre-feu. Nous avons demandé 21h, 21h30, ils ont, n'est-ce pas, ramené ça à 20h. Nous disons merci et Dieu merci. Maintenant, nous leur demandons encore de voir, nous plaidons sur leur indulgence, de voir dans quelles conditions nous signifie exactement l'heure de fermeture de nos différents établissements. Pour ne pas que ça sème, disons, une certaine confusion que nous constatons sur le terrain. D'accord. Comme vous le savez, nous devions faire la place aussi aux autres membres de votre mouvement syndical. Alors, nous allons recevoir Monsieur Jonas. Vous avez, si vous avez quelque chose à dire. Votre mot de la fin, c'est juste dire que malgré tout ce qu'on a évoqué, c'est qu'on est loin d'avoir fini d'énumérer nos problèmes. Pour le cas d'Ovendo que je connais le plus, malgré la crise et malgré les difficultés que vous avez dit, on continue de payer la PDM, la taxe sur le domaine public, la taxe sur la taxe municipale, la taxe sur la propriété, qui au bas mot, au minimum, la plus petite somme était à 115 000 francs. Tous les commerçants, petits ou grands, doivent s'acquitter de cela. Le plus bas, c'est 115 000. Donc, on n'a pas travaillé, on est tenu de payer cela. Donc, nous, ce qu'on dit, ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, surtout pour votre émission, des émissions comme ça, qu'on les multiplie. Mais c'est encore mieux si vous pouvez faire en sorte que des responsables de services et des responsables syndicaux se mettent autour d'une table et qu'ils puissent discuter des problèmes auxquels les commerçants sont confrontés et qui peut peut-être permettre aux autorités administratives de ce pays de prendre des décisions qui puissent nous aider, nous, non seulement à travailler dans la quiétude et à permettre à l'État gabonais de... Il y a trop de parafiscalité, de permettre à l'État gabonais quand même de renflouer un peu ses caisses de façon légale en fait. Parce que là, en ce moment, on a plus... Rassurez-vous, nous sommes sur cette piste. Hein. Nous avons déjà envoyé des courriers. C'est vrai qu'on devait avoir un agent de la mairie ce matin. Il n'a pas pu être là. Alors, nous allons continuer à échanger avec ce dernier, et aussi la mairie d'Ovendo et vous les commerçants, afin d'organiser une table ronde là-dessus. Rassurez-vous, c'est l'objectif de notre émission. Félicitations et bonne continuation. C'est essayer d'apporter de l'éclairage un peu sur tout ce qui mine, tous les points sombres qui essaient de miner le domaine du commerce. Alors, nous vous disons comme ça, merci. Nous allons nous retrouver pour le mot de la fin. Alors, nous allons recevoir d'autres, déjà le secrétaire général, Monsieur Jonas Munyenge, si je ne me trompe pas, et Monsieur Ngema Christian, qui est porte-parole, chargé de la communication. Monsieur Jonas Munyenge, c'est ça? J'arrive. Vous êtes secrétaire général de INSAC, c'est ça? INSAC, Union syndicale des acteurs du commerce. Voilà. C'est exact. D'accord. Et en face de vous, vous avez Monsieur Christian Ngema, qui est porte-parole du conseil syndical, c'est ça? Conseil syndical des commerçants. Des commerçants? Oui. Ok. Bon, monsieur le secrétaire général, aujourd'hui, nous constatons que bon nombre des consommateurs se plaignent un peu des des commerçants qui nous vendent des aliments avariés. Quel est votre avis là-dessus? D'abord, vous remercier pour nous avoir permis de participer à cette émission. Comme ceux qui nous ont précédés et nous vous disons merci et que cette émission prenne des allures de continuité pour qu'on vienne échanger à tout moment dans le contexte de ce qui concerne la base de l'économie du pays. Alors, pour revenir à votre question, d'abord, c'est rappeler aux consommateurs que même le commerçant est d'abord lui-même aussi consommateur. Donc, l'idée de se plaindre pour dire que les commerçants vendent des produits avariés, c'est comme si c'était voulu, c'était organisé pour cela. Donc, le commerçant est un être humain comme tous les autres. Donc, le commerçant, comme on le dit, même dans nos différentes activités, même nous, au niveau de nos activités, même vous, le défaut zéro n'existe pas. Alors, produits avariés, donc il n'y a pas cette volonté, comme pour le commerçant, de le vendre. Mais c'est peut-être aussi le contrôleur, l'agent habilité à venir pour ce travail de le faire, ce qui n'est peut-être pas aussi fait.
ou ce qui est entretenu même par certaines administrations de contrôle. Monsieur Nguema. Donc il n'y a pas de volonté pour le commerçant de vendre des produits avariés aux consommateurs. Voilà. Monsieur Nguema, Oui. dans l'élément qui nous a été préparé par la régie, constatons que bon nombre des commerçants se plaignent aujourd'hui des taxes. Alors, quelles sont les personnes ou quel est l'organe habilité à prélever des taxes? Merci infiniment de nous avoir accordé cette possibilité de venir nous exprimer au plus haut niveau à travers votre panel. Avant de répondre à votre question, je souhaite d'abord revenir sur la question des produits avariés. C'est des faits très involontaires et nous tenons à rappeler les uns aux autres que lorsqu'on veut incriminer le commerçant en lui maquillant comme celui-là qui vend des produits toujours avariés, c'est un procès ensorcelé. D'autant plus il y a quand même la Direction générale de la sécurité alimentaire qui est là, un organe qui a tout un bagage autour de lui pour certifier que le produit est avarié. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé sur une boîte de sardines que la date a été expirée que le produit est avarié selon leur texte réglementaire. Donc il faut faire ce qu'on appelle une expertise beaucoup plus approfondie pour délibérer un certificat qui montre à suffisance que le produit est avarié. Mais nous constatons que, M. Nguema, pour vous relancer, nous constatons que tout récemment, c'est dans la province de Goué-le-Lot où il y a eu des produits avariés qui ont été mis dans un trou et incendiés. Oui, c'est ce que... Et tout récemment, ça s'est fait aussi du côté de Mindoubé. Quel est l'organe qui a incendié? C'est... la DGCC. La DGCC, effectivement. Mais est-ce qu'ils ont fait est-ce que vous avez vu, vous, les journalistes d'investigation, les rapports d'expertise? Non. Non. Donc, à partir de cet instant-là, sur le plan du droit, il faut relativiser. Je vous dis que l'organe qui est chargé des vérifications que le produit est effectivement avarié et que ça peut être nuisible aux consommateurs, c'est l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire. C'est les textes réglementaires, ils ont tous les instruments pour cerner la question, parce que c'est une question sensible. Et c'est d'ailleurs même cette question qui fait qu'aujourd'hui, certaines administrations, pour venir sur votre deuxième question, portant sur le contrôle, certaines administrations s'approprient déjà. D'où la question que vous posez, qui a compétence finalement à aller faire le contrôle? Un contrôle qui va influer sur la taxe. Nous disons d'abord qu'il y a un problème de conflit de compétences. Vous voyez, l'élément que vous avez évoqué tout à l'heure là, parlant de la mairie de Libreville très clairement, nous sommes déjà montés au créneau plus d'une fois pour décrier quelle est la compétence de la mairie. N'est-ce pas? Vous comprenez très bien qu'au niveau de la loi sur la décentralisation voudrait dire que quelqu'un a un pouvoir de base qu'il donne à X. Mais nous ne voulons pas assister à une duplication des pouvoirs, à un triplet de pouvoirs. C'est ce qui a l'air de se passer maintenant là, parce que nous avions sur le terrain déjà des mairies d'arrondissement qui viennent, encore une fois de plus, faire le même travail, même si c'est un peu dérogatoire que la mairie centrale fait. Donc, qui doit faire le contrôle au niveau de la mairie de Libreville? Je crois que pour bien répondre à cette question, il faut seulement cerner les taxes qui sont à l'intérieur du Code général des impôts. Nous rappelons qu'il y a quand même une nomenclature dédiée à l'administration municipale. Dans ces taxes, peut-être le SGV va me contrôler, il y a la taxe municipale concernant le domaine communal, n'est-ce pas? Il y a la quittance, ça fait déjà 2, et nous pensons que ce n'est que les 2 là ou une troisième que la mairie doit faire. Il faut être clair avec vous. Les questions liées à l'hygiène ou au contrôle alimentaire ne sont pas de la prérogative de la mairie de Libreville, sauf s'ils ont une dérogation spéciale venue soit du ministère de la Santé, si la mairie veut parler des questions de la santé, soit de la Gaza, n'est-ce pas? Mais nous pensons que quand vous allez regarder de près les ordres de mission de la mairie, vous allez voir que c'est filigrané, que certains textes sont un peu cooptés, soit de la Gaza, soit du ministère du Transport, au point où la mairie de Libreville s'auto-saisit sans dérogation de pouvoir. Donc ça crée vraiment un malaise à la grande question que vous posez. Mais M. Nguema, Monsieur le secrétaire général, nous voyons aussi qu'à l'État, à la mairie, il y a un service d'hygiène. Est-ce que ce service d'hygiène n'est pas habilité à faire le contrôle? Bon, je voulais peut-être oui, répondre à cette question ou appuyer encore ce que M.
M. Ndema vient de dire, sur la problématique de contrôle, surtout dans le contrôle de qualité. C'est de ça qu'il s'agit, le contrôle de la qualité. Par rapport aux produits qui ont été détruits, je crois que nous avons l'ordonnance 5078 qui est claire, qui détermine que sont habilités à procéder à ce contrôle les agents assermentés des administrations compétentes. Donc on va se parler ici de la santé, on va parler de l'agriculture avec la Gaza, on va parler de la consommation. Voilà un peu, grosso modo, ces administrations qui sont censées jouer dans le rôle de le contrôle de la qualité. Il faut d'abord qu'on ait ce statut d'agent assermenté, qualifié. Maintenant, pour les produits, surtout dans la chaîne de froid, parce qu'on se lève un matin, les agents municipaux viennent et disent bon, ce poisson n'est plus propre à la consommation. Or, dans le texte, c'est bien défini que pour justifier de sa qualité et nocivité au niveau de la santé, il faut l'amener dans un laboratoire. Donc faire une saisie conservatoire, amener le produit dans un laboratoire, c'est au sortir du résultat du laboratoire que nous allons déterminer la qualité de nocivité du produit. En ce moment, nous pouvons parler d'infraction ou de produits avariés. Donc, si ce cheminement n'est pas fait, mais nous, on vient de visu, tout simplement dire, dans la chaîne de froid, tout est pourri. Et on prend, on va jeter. Donc, vous comprenez un peu qu'il y a aussi cet abus d'autorité qui gangrène ces administrations. Mais est-ce que vous, qui êtes secrétaire général, est-ce que vous, lorsque ces agents arrivent auprès de vos membres adhérents, est-ce qu'ils présentent quand même un document disant que nous sommes de la Gaza, ou nous sommes du service d'hygiène du ministère de la Santé, nous sommes de la mairie? Je crois... Ou bien vous acceptez seulement et... Je pense aussi, l'un de nos prédécesseurs, je crois, M. Maganga, a souligné cet aspect, le conflit de compétences. Effectivement. Donc, il y a plus de 15 administrations qui font la même chose, avec des textes, soit des arrêtés, soit des décrets, soit des ordonnances ou des lois. Alors, le problème maintenant, c'est au niveau de cette forme de conflit de compétences où réellement nous demandons, encore une fois, parce qu'ici, il s'agit aussi de proposer. Nous avons, à plusieurs reprises, nous avons assisté à plusieurs dialogues sociaux et politiques en Gondje où toutes nos organisations syndicales ont toujours sollicité du gouvernement l'unicité des caisses. Pourquoi ne pas créer une brigade où on essaiera de compiler tous les services compétents et jouer un rôle prépondérant. J'ai cru entendre dans une des réunions que c'était l'objet de la création de la Gaza, l'Agence gabonaise de la sécurité alimentaire, où la consommation était représentée, la santé représentée, dont l'agriculture est même représentée, peut-être la mairie, si dans le cadre de transfert de compétences, si l'autorité administrative pouvait transmettre à la mairie ses compétences dans ce contexte. Mais aujourd'hui, toute administration qui a son document s'arroge la paternité. Même quand on a des tours de table, chacun se défend en disant c'est moi qui suis habilité, et l'autre, moi, c'est moi qui suis habilité. Donc, vous comprenez un peu que, comme disait M. Fadiga, le problème du commerçant n'est pas, comme je répète, le problème du commerçant aujourd'hui n'est pas au niveau fiscal. Le problème du commerçant n'est pas fiscal. Le commerçant paye sa patente, paye ses taxes, paye ses droits et redevances. Mais le problème est parafiscal. Évidemment, c'est ça. En 2010, je crois, avec le patronat, nous avons fait une pétition demandant, par exemple, à chaque administration de faire une fiche technique pour présenter pour chacune de ces administrations quels sont les textes législatifs et réglementaires qui organisent leur mission. Récemment, vous avez suivi, je crois en 2010, la DGCC avait produit un texte. Et puis on a vu dans la loi de finances 2010, c'était mentionné libellé contrôle de prix. Mais le reste tarde à nous présenter. Le commerce, la santé, même la Gaza. Ils ont des ordonnances ou des lois qui les autorisent à faire des contrôles. Mais dans le prélèvement, parce que ce qu'on appelle parafiscalité, c'est ce qui n'est pas inscrit par la loi et ce qui n'est pas visible dans la loi de finances. Voilà un peu là où la chose se trouve. Alors, maintenant, à l'État de jouer son rôle, comme on dit nos prédécesseurs. Nous continuons à leur demander l'unicité des caisses, mettre en place un mécanisme, si c'est la Gaza, que la Gaza seule soit habilitée à faire ce contrôle. Mais la Gaza doit aussi entourer
par des agents qui sont habilités par leur base pour essayer de jouer ça. Monsieur le secrétaire général, monsieur le porte-parole, nous avons vu, il y a un arrêté que j'ai oublié, mais de juin 2020, qui disait que toutes les taxes devaient être reversées directement au Trésor et que tout agent ne remplissant pas la compétence de prélever ces taxes ne devrait plus être sur le terrain. Mais nous constatons que vous les recevez toujours, vous ne criez pas. Lorsque c'est un agent de la mairie, comme vous êtes déjà habitué entre vous à faire des jeux de ping-pong, c'est bon, c'est la mairie, ça passe, mais quand ce sont les autres, vous vous plaignez, monsieur le porte-parole. Bon, merci. Voir ce problème de façon un peu édulcorée comme ça, là, c'est pas très clément, parce que je ne pense pas que lorsqu'on va chez un commerçant et que on le prélève 50 000 à chaque bout de champ, ça apparaît comme de l'amical. Non, soyez beaucoup plus sérieux. Vous avez posé une question fondamentale qui est liée aux taxes. Et monsieur le secrétaire général vient de recadrer très clairement tout à l'heure que notre problème n'est pas sur la taxe. Effectivement. Notre problème, c'est sur la parafiscalité. Parce que c'est une fiscalité parallèle qui ne rentre pas dans le Code général des impôts, qui n'est pas prévue dans le Code général des impôts. Le Code général des impôts qui est en quelque sorte la Bible de recouvrement, n'est-ce pas? Donc à partir du moment où ça ne rentre pas dedans, et c'est le même code qui prévoit que toute taxe qui ne rentre pas à l'intérieur du Code général des impôts est nulle et non effet. La gangrène du commerçant aujourd'hui, c'est au niveau de la parafiscalité. Imaginez-vous qu'aujourd'hui nous parlons sur le terrain, vous qui avez fait le reportage au niveau de la mairie, on parle d'hygiène. Tout le monde hygiène, tout le monde produit avarié. Mais les syndicalistes de l'époque avaient déjà fait un projet, je peux l'appeler ainsi, qui devait déboucher à ce que nous appelons aujourd'hui peut-être le certificat de contrôle d'hygiène. Quel était l'objectif en réalité de ça? C'était simplement aller chez les commerçants, récupérer justement les boîtes avariées, d'autant plus que ce n'est pas prévu dans le Code général des impôts. Il fallait donc faire une convention qui fait force de loi entre les parties, les co-contractants, n'est-ce pas? Ils ont réfléchi, ça a débouché, ça devait déboucher au certificat de contrôle d'hygiène, le document le plus célèbre du terrain pour le moment. Qu'est-ce que les agents municipaux devaient aller faire? C'est un service. Venez enlever les boîtes chez nous, n'est-ce pas? Venez voir si la marchandise est avariée, vous récupérez ça, et chaque fin du mois, et chaque fin de trimestre, vous avez 30 000. Conventionnellement, c'est comme ça que c'est. Mais maintenant, aujourd'hui, là, nous sommes étonnés que quand ils viennent, ils nous font juste des reçus et nous portons toujours les boîtes entre griffes avariées au point où les mêmes personnes reviennent encore et disent à la boîte avariée, allez prendre les télévisions comme vous pour venir faire un numéro. Donc nous disons que le commerçant n'est pas celui-là qu'on doit tuer. Nous pensons qu'à l'heure de la relance économique... Rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour vous tuer. Non, surtout pas vous. Nous sommes là pour apporter de la lumière face à la situation. À l'heure de la relance économique, le ministère de l'Intérieur nous avait classé comme un métier essentiel. Donc moi j'ai souvent l'habitude de dire aux miens que nous appartenons à la gendarmerie alimentaire. Parce que lorsque vous voulez lutter contre une maladie, si vous ne passez pas par l'alimentation, vous allez mourir même sans être infecté, n'est-ce pas? Donc nous devons nettoyer, nous cherchons à nettoyer également nos caisses comme l'État le fait. Mais il faut aussi comprendre que pour le cas de certaines administrations, lorsque l'État fait une augmentation budgétaire des objectifs, par exemple de la mairie de Libreville à hauteur de 3 milliards de francs CFA, je me pose bien la question que, mais à l'heure où nous, les opérateurs économiques, nous disons que notre économie fléchit. Comment la mairie ou les autres administrations vont faire pour avoir les 3 millions supplémentaires si ce n'est frappé? Donc c'est ce qui pourrait aussi justifier tant soit peu, sans pourtant être l'avocat de la mairie, ce drame-là. C'est un drame lorsque vous augmentez les gens des charges alors que vous voyez que l'économie fléchit. C'est tout le paradoxe de ce que nous sommes en train de discuter et qui peut apparaître comme la mort programmée du commerçant, de l'activité commerciale. Monsieur le secrétaire général, est-ce que le commerce informel n'est pas responsable un peu des taxes qui vous sont prélevées ici et là?
Bon, rassurez-vous, je crois que, je vais toujours dire, nos prédécesseurs ont été clairs. Nous, d'abord, le premier rôle du syndicaliste que nous sommes, c'est d'avoir des membres qui sont en règle avec la réglementation en vigueur. Et pour la petite histoire, nous avons travaillé, je crois, depuis 2018 jusqu'en 2019 avec le ministère du Commerce dans le cadre du même plan de relance de l'économie dirigé par le président de la République. Et je vous assure que nous avons fait un travail considérable qui a mené aujourd'hui certains de nos membres à vraiment se formaliser. On peut dire, pour nos membres, à 90%, je ne veux pas dire 100%, à 90%, ils se sont réglementés. Alors, maintenant, pour parler de l'impact aussi de cet incivisme fiscal, parce qu'on va l'appeler ainsi, parce que ne pas avoir un dossier juridique lorsque vous ouvrez un commerce, c'est comme si vous défiez l'État. Alors, c'est aussi, à notre niveau, notre rôle de sensibiliser et d'accompagner l'État pour essayer de juguler ce fléau. C'est un fléau qui gangrène la situation, il a dit tout à l'heure, qui devrait renflouer les caisses de l'État. Or, là, nous avons la fuite des capitaux, parce que si quelqu'un n'a pas un agrément, il ne pourra pas payer une patente, il ne pourra pas payer une taxe, parce que c'est à travers ton identité fiscale que tu devras être... Bon, l'identité, c'est l'identification, c'est ça le terme. Donc, le commerce informel, évidemment, c'est là aussi, ça entraîne des effets néfastes dans le cadre de l'économie. Et je crois que c'est ce que certaines administrations, comme la mairie, font pour profiter de la situation. Chez les informels, vous avez vu l'élément que vous avez produit tout à l'heure, justifie qu'en majorité, c'est des commerçants informels. Parce que quand on parle du ticket journalier, celui qui paye le timbre journalier, ça veut dire qu'il n'est pas identifié. Or, celui qui est identifié, il paye sa taxe annuelle, il paye sa patente annuelle. Et ça aussi, vraiment, je reviens là-dessus. Ce n'est pas de bonne guerre qu'on peut ouvrir un commerce et ne pas être en règle. Je crois que c'est... Monsieur Bon, en ce qui concerne... Comment est-ce que vous sensibilisez vos adhérents ou vous? Bon, moi, l'homme de droit, je préfère déjà être très clair avec vous. Il a si bien dit, il n'y a pas de perfection dans tout l'univers. Même chez les anges, il y a ceux qui ont été déchus aussi là-bas, n'est-ce pas? Donc, pour dire que dans notre univers, chez les commerçants, effectivement, tout le monde n'est pas informel, mais la fourchette que j'ai vue à l'intérieur de la bande tout à l'heure là, je douterais qu'ils soient informels. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une administration bien reconnue comme la mairie de Libreville vient chaque jour pour déposer un ticket et qu'il reçoit cet argent et qu'elle reçoit cet argent autant pour moi, je me suis déjà acquitté. Donc, il me reconnaît. Maintenant, donc, à partir de cet instant-là, ça ne peut plus être de l'informel pur, d'autant plus que le contribuable... informel. Oui, mais c'est ça, quand on veut accuser son chien, quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, n'est-ce pas? Donc, si je suis informel, ne me mettez plus dans votre comptabilité parce que c'est moi qui vous aide, n'est-ce pas, à amortir le budget. Vous avez des objectifs budgétaires. Effectivement. Au niveau de mon boîte seulement, il y a à peu près 30 000 commerçants. Mais vous n'allez pas quand même me dire que tous les commerçants sont informels. Dans ce cas-là, vous êtes complice de l'informel, puisque c'est vous qui êtes responsable de nous réguler. Au lieu de nous réguler pour être formel, vous nous régulez à ce qu'on vous paye les taxes chaque matin. Donc, c'est un problème vraiment très sensible. Sensible pourquoi? Parce que on a souvent l'impression que l'informel est maintenu ou entretenu. D'autant plus que c'est la meilleure façon pour soutirer le commerçant son argent. Mieux, au niveau des amendes, parce que c'est tout ça là l'informel. Au niveau des amendes, certaines administrations en font déjà des amendes, un fonds de commerce. Or, c'est l'inverse qui devait se faire. Parce que quand vous allez faire les tests statistiques à la fin de l'année, vous allez remarquer que ce qui a produit des amendes, c'est peut-être 1 milliard. Mais 1 milliard, mais au niveau de combien de personnes vous avez réussi à formaliser, c'est peut-être ça tend vers zéro. Normalement, quand vous êtes une administration sérieuse, vous devez vous remettre en question. En réalité, les amendes ne constituent pas un fonds de commerce ou un fonds fiscal.
Mais c'est ce qu'on a l'air de voir aujourd'hui. Il suffit seulement que quelqu'un, pour si peu, il sort d'un confinement, il ouvre 2 jours. Et que le certificat d'hygiène est déjà expiré, un document relativement qui est mis en question, automatiquement c'est des saisies systématiques. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il paye l'amende. Donc c'est notre problématique aujourd'hui vraiment sur le marché, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants qu'on devait parler. Nous rappelons que nous sommes en état d'urgence. L'état d'urgence n'est pas encore levé parce que le virus, aussi longtemps que le virus sera là, aussi longtemps nous serons en guerre contre cet ennemi. Et l'État a bien fait. Je souligne ce que nos prédécesseurs ont dit là tout à l'heure, que les textes réglementaires ont été correctement bien huilés, bien libellés. D'ailleurs, même à l'intérieur de ces textes, je crois que les opérateurs économiques victimes, moi je ne parle pas plutôt des boutiques ou des Maliens, les opérateurs économiques victimes, n'est-ce pas? Victimes de cette guerre-là, de cet ennemi invisible que nous appelons le coronavirus, doivent bénéficier de l'État une bagatelle somme de 250 milliards. Maintenant, comme il a si bien dit, c'est la réalisation de ces 250 milliards-là sur le terrain. Je prends encore également la question des loyers, qui sont les actifs qu'on devait en principe avoir. On ne doit pas faire de la discrimination lorsqu'on est dans une guerre. L'État doit concourir avec toutes les forces, les commerçants, etc. C'est pourquoi l'administrateur du texte, pour ne pas dire le législateur du texte, a bien pensé qu'il fallait donner de l'argent pour les loyers de tout le monde qui ont été victimes. Mais étonnamment, sur le terrain, on a vu quelques images à la télé, mais nous sommes des gens du terrain. Hein. En aucun cas, aucun de mes membres n'a encore réussi une telle somme. Et pourtant, j'ai clairement monté les dossiers, je les ai déposés. On s'inscrit déjà peut-être même dans un certain doute, parce qu'aujourd'hui, on se pose même, c'est ce qui fait qu'on se pose bien la question de relativiser la question du coronavirus. Parce que les autres qui ont subi également le coronavirus comme nous, ont bien et très clairement se sont bien organisés à l'instar de la France, n'est-ce pas? Lorsqu'on vous donne la nourriture chaque matin, on paie votre maison. Quelle est la motivation que vous sortez encore? Rien du tout. Donc c'est un peu ça. Merci. Mais, monsieur le secrétaire général, on va vers la fin. Alors, la question qui me vient, c'est de savoir, qu'est-ce que vous dites à vos membres lorsque, parce qu'il a soulevé ce problème, lorsque les papiers ne sont plus à jour, lorsque la patente n'est plus à jour, est-ce que ce dernier devrait ouvrir ou bien il devrait d'abord se rapprocher des services compétents pour régulariser sa situation? Au lieu de, lorsque un agent contrôleur arrive, au lieu de lui soudoyer avec de l'argent pour fermer les yeux. Bon. Donner le café, comme on le dit souvent. Déjà, comme j'ai dit à l'entame, notre rôle, à nous les syndicalistes, c'est éduquer, informer, sensibiliser. Et comme a dit M. Nguema, les textes législatifs et réglementaires sont clairs en matière de fiscalité. Donc, il y a même des périodes dans le Code général des impôts. Nous avons par exemple de janvier à mars pour préparer l'année fiscale. Donc nos membres ont un temps suffisamment long pour se préparer au plus tard en fin du mois de mars pour s'acquitter de leurs droits et taxes. Donc maintenant ceux qui n'ont pas pu le faire, nous allons regarder comment régler. Nous sommes partenaires de l'État, nous ne sommes pas ennemis. Nous voyons toujours dans quelles conditions. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre mission. Eh bien, nous allons prendre votre mot de la fin. Nous allons commencer par vous, monsieur le porte-parole, monsieur Nguema. Nous vous remercions infiniment de nous avoir reçus. Et pour notre mot de fin, nous disons que la fiscalité, la parafiscalité tue la parafiscalité, autant pour moi tue la fiscalité. Et que si l'État veut qu'on s'en sorte, surtout que nous avions un ancien projet que nous avions travaillé avec la Direction générale du commerce, parlant de la relance économique, nous pensons que nous pouvons remettre à jour ce projet et que le Gabon, plus que jamais, a besoin urgemment et très urgemment d'une période de relance économique réelle. Mais dans cette réalité-là,
nous pensons que l'État doit faire tout son effort de tuer la maladie que nous appelons la parafiscalité. Je vous remercie. Ouais. Monsieur le secrétaire général, nous sommes arrivés au terme de notre mission. On peut avoir votre mot de la fin? Oui, malheureusement, le temps est très court. Je crois qu'il faut essayer de rallonger. Bon, alors, moi, je ne vais pas être long. Je voulais juste... il y a tellement de problèmes, on n'a pas tout épluché. Et je voulais juste, pour la coalition syndicale ENSAC, remercier encore le gouvernement pour avoir repoussé l'heure du couvre-feu à 20h. Mais également, nous, dans l'ensemble, nous demandons à ce même gouvernement de nous signifier exactement au ministère de l'Intérieur, au ministère du Commerce, de nous signifier les horaires de fermeture. Alors, nous proposons, nous également, que si ce n'est pas 20h, au moins 19h, pour les commerçants, leurs heures de fermeture. Monsieur Manga. Déjà, je vous remercie pour cette initiative, pour ce plateau. Remercie aussi nos différentes autorités qui nous ont permis, qui nous ont écoutés, qui ont repoussé l'heure du couvre-feu à 20h, de 20h à 5h du matin. Et dire aussi que nous avons assez de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Il va falloir que nous essayions de trouver des problèmes, qu'on trouve des solutions. Et dire aussi, n'est-ce pas, aux commerçants de continuer de respecter les mesures barrières, car la pandémie elle est là, elle n'est pas encore finie. Exiger à ce que le client qui est dans nos différentes boutiques porte le masque, n'est-ce pas? Et demandons encore une fois aux autorités de tout faire pour que le climat, n'est-ce pas, commercial soit sérénisé. Parce que les commerçants exercent actuellement là en toute inquiétude. Monsieur Fadiga, nous allons boucler avec vous. Comme tous les autres, je vous remercie aussi. Comme on l'a dit tantôt, c'est-à-dire qu'on aurait souhaité que vous ayez un plateau beaucoup plus grand que cela en invitant les syndicats que nous sommes et les différentes administrations. Ça va permettre peut-être aux autorités d'avoir beaucoup plus de lisibilité parce que ce qui se dit au sommet, ce n'est pas forcément ce qui se fait sur le terrain. Donc moi, je suis là à représenter le camarade secrétaire exécutif Abbas Zengi Mebika. Je remercie d'abord Abbas et je voudrais juste rappeler une petite parenthèse, c'est que nous, quand la pandémie a commencé, notre mairesse au Vendo a fait venir l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec le ministère de la Santé, qui nous ont donné quelques formations qui nous permettaient de relayer un peu l'information sur le terrain. Donc c'est des actions à saluer, que la pandémie est là, que les gens ne pensent pas que la pandémie est terminée, au contraire, qu'elle est bel et bien là parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter de jour en jour. L'État a ouvert, on remercie l'État parce que l'État veut relancer l'économie. Et on est les partenaires de l'État et on remercie tout le monde. Merci à vous. Merci. C'est l'émission Le Politiste et toute son équipe qui vous remercie d'avoir accepté cette invitation afin de nous éclairer sur cette problématique des taxes entre les agents prélèveurs et les commerçants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous disons comme ça un bon début de semaine. Nous vous laissons accompagner des programmes de notre chaîne Nour TV. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت